êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes. La communauté politique européenne est officiellement née jeudi dernier. 44 dirigeants européens se sont réunis à Prague pour le premier sommet de cette nouvelle entité. Face au nouveau contexte géopolitique, il est clair pour l'Europe qu'elle doit trouver une issue à la crise sans affaiblir les relations étroites établies au sein de l'UE. Sous le patronage du président français Emmanuel Macron, peut-on amener l'UE à organiser une Europe à plus grande échelle et à quels défis internes et externes sera-t-elle confrontée? Nous vous invitons à participer à nos débats en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouvent avec moi Nicolas Heureuzin et Zhang Shanhui, commentateur de CGTN. Bonjour. Bonjour. Donc la communauté politique européenne fait ses premiers pas avec 44 dirigeants du continent européen qui se sont retrouvés jeudi dernier à Prague. Shanhui, quelle est l'origine de cette communauté? Qu'est-ce qui a motivé sa création? Alors, on dirait que peut-être l'une des raisons les plus principales qui a motivé la création de cette communauté, la CPE, en effet, c'est la crise en Ukraine, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et l'Europe, dans le but de renforcer son image, c'est ce qui a été dit, et pour le 9 mai dernier à Strasbourg, par le président français Emmanuel Macron, devant le Parlement européen, pour mettre en œuvre cette idée-là. Cette idée, effectivement, c'est de rassembler les 44 pays de l'Europe. En fait, ce ne sont pas uniquement les pays qui sont concernés par l'Union européenne. Il y a aussi des pays comme par exemple le Royaume-Uni qui a choisi le Brexit. Il y a aussi les pays comme la Turquie qui a demandé à l'adhésion à l'Union européenne mais qui n'a pas encore été acceptée. Ce sont ces pays-là les 44 pays sur le continent Europe qui ont été invités à participer à cette réunion pour montrer que l'Europe, il y a une présence, pour représenter d'une certaine manière les pays européens. Mais cela dit, ce n'est pas tous les pays européens qui ont été invités. Les pays plutôt en petite taille comme le Vatican n'ont pas été invités, par exemple, pour cette réunion, cette communauté, cette CPE, la communauté pour des pays de politique européenne. Et comme vous dites, la CPE est la traduction concrète d'une idée lancée en mai du président français Emmanuel Macron, justement 3 mois après le début du conflit russo-ukrainien. Quels seront les domaines de gouvernance de la communauté politique européenne? Alors ça va être assez vaste, parce que c'est vrai que il lance un projet comme ça de coopération européenne à grande échelle. Essentiellement, ça va être sécuritaire et énergétique. C'est vrai que, on a parlé de la crise en Ukraine, donc ça bouscule un peu certains pays à la frontière de l'Ukraine qui se sentent parfois menacés. Donc ils ont besoin, ces pays-là, comme la Pologne par exemple, a besoin de réassurance par rapport à ce que l'Europe peut proposer, les pays européens dans leur ensemble. Ensuite, la crise énergétique qui, en ce moment, bien sûr, affecte énormément tous les pays européens. En premier lieu, les pays européens. Bien sûr, le monde entier, mais l'Europe souffre énormément. Donc c'est vrai que là, il y a besoin d'avoir une sorte de politique commune pour essayer de sortir un peu de ce piège, de cette inflation énorme, quasiment historique, des prix de l'énergie. Cette pénurie de l'énergie. Donc là, il y a une discussion à faire avec tous les pays européens, puisqu'ils sont tous touchés. Certains plus que d'autres, évidemment, ça dépend de leur dépendance. Mais en règle générale, quand même, la dépendance au gaz en provenance de Russie est quand même assez forte dans tous les pays d'Europe. Donc évidemment, l'Union européenne, c'est une partie de cette CPE, les pays de l'Union européenne, je veux dire. Mais les autres pays qui sont aussi touchés par cette crise énergétique ont besoin d'un appui, ont besoin d'une aide. Et l'aide provient par exemple, certains pays de l'Europe occidentale qui pourront peut-être aider ces pays en grande difficulté. Donc c'est énergétique essentiellement, sécuritaire. On peut aussi parler de la crise sanitaire avec l'épidémie de Covid-19 qui a frappé aussi le continent européen. Donc à voir comment aussi arriver à élaborer une stratégie à grande échelle pour essayer au cas où si une autre crise sanitaire a surgi en Europe, comment les pays européens pourraient faire face ensemble plutôt que de devoir faire face avec une désunion. Donc l'union plutôt que la désunion. Donc ça pourrait aider. Est-ce qu'on peut dire que la crise en Ukraine a mis en avant la nécessité de développer des liens en matière énergétique, de sécurité entre les pays européens? Bien sûr, parce que en fait, si chaque pays européen essaye de
d'acheter son gaz de son côté, son pétrole. Ça va conduire à une montée des prix directement. Alors que si tous les pays alors, européens... c'est déjà le cas aujourd'hui? Bien sûr, c'est le cas, mais si jamais l'Europe peut créer une sorte de plateforme d'achat communautaire, ça permettrait de négocier les prix à un tarif plus bas. Donc ça pourrait bénéficier aux entreprises, bénéficier aux ménages par exemple. Donc vous dites que les grands dossiers de cette communauté concernent la sécurité et l'énergie. Et donc quel est son objectif principal et en quoi diffère-t-il de celui de l'Union européenne? Il y a beaucoup de différences entre l'Union européenne et cette communauté, puisque l'Union européenne, c'est une institution supranationale qui constitue de 27 pays de l'Europe, qui a justement, il y a un engagement à partir du moment que l'Union européenne a pris une décision, il y a un Conseil d'Europe, il y a ces commissions européennes qui sont là pour prendre les décisions et il y a aussi les membres parlementaires européens qui sont là pour faire adopter les décisions de l'Union européenne. Donc en effet, c'est un système déjà établi, c'est un système qui est déjà entré en effectif depuis longtemps. Et à la différence de l'Union européenne qui a déjà une envergure aujourd'hui importante, une ampleur importante et qui a aussi une influence importante géopolitiquement parlant, eh bien cette communauté, ça reste une représentation des pays, de différents pays européens. Et en plus, on est passé du 27, le nombre de pays qui sont concernés par l'Union européenne, à 44, qui est donc le nombre de pays de cette communauté, la CPE. Et encore une fois, l'Union européenne, c'est une institution qui prend des décisions à l'échelle de l'Union européenne sur les mesures économiques, sur les mesures financières, sur les mesures de sécurité. Et après, là, cette communauté a pour vocation pour assurer la sécurité de l'Europe, ce qui a été dit par Emmanuel Macron, et aussi, par exemple, sur l'énergie, sur l'immigration, mais c'est surtout, je dirais, concentré sur la sécurité de l'Europe, et de l'Europe dans son sens large, dans l'ensemble de l'Europe, et surtout, je dirais, aujourd'hui, face au conflit de la crise en Ukraine contre la Russie. Donc c'est plutôt une représentation de l'Europe. Mais en réalité, est-ce que ça va vraiment agir sur un problème en particulier concernant la politique monétaire, concernant la politique économique de l'ensemble de l'Union européenne? Est-ce que ça va avoir un impact économiquement parlant sur quelque chose de concret? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Et après, il faut encore rappeler une chose, c'est que cette fois-ci, on a un très beau projet en prenant tous les pays européens, mais par exemple, le pays comme Biélorussie, cette fois-ci, ne fait pas partie de cette communauté. Donc, on voit bien que c'est une communauté qui a pour but, pour représenter l'Europe, mais pour l'instant, il a fait son maximum de rassembler tous les pays européens pour une représentation, mais ça ne concerne pas tous les pays européens. Donc là, quand on parle des pays européens, évidemment, la Russie et la Biélorussie ne sont pas concernés, et ils n'ont pas accepté d'être présents à cette communauté. Mais en tout cas, en dehors des 27 membres de l'UE, il y a beaucoup plus de pays européens sont concernés. Donc, mais certains disent que c'est un moyen de faire face au dilemme de l'élargissement de l'UE. Est-ce que pour vous, Nicolas, cette CPE peut compléter l'UE? Bon, là-dessus, c'est assez intéressant, oui. Alors, d'une manière, on pourrait voir d'un côté, il y en a qui disent que peut-être que c'est justement, ça montre que l'accès à l'Union européenne est très difficile, prend beaucoup de temps, et peut-être que l'Union européenne ne veut pas rajouter d'autres membres. Donc certains se disent, ça va nous faire attendre encore. C'est en gros une Union européenne bis pour des pays qui n'ont pas le niveau économique. Alors que Emmanuel Macron a présenté le projet plutôt comme une manière d'intégrer doucement, progressivement, des pays qui ne sont pas encore au niveau de l'acceptation de faire partie de l'Union européenne. Parce qu'en fait, pour faire partie de l'Union européenne, il y a des conditions assez drastiques, il y a des règles à suivre au niveau de la politique, des règlements de la politique intérieure, etc., de l'économie, des problèmes aussi par exemple, la corruption aussi, il faut régler ces problèmes-là. C'est pour ça que l'Ukraine, par exemple, on dit que l'Ukraine pourrait accéder peut-être à l'Union européenne, mais pas avant 10, 20 ou 30 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour arriver à ces pays, pour arriver à intégrer l'Union européenne. Donc ça permettrait quand même de garder un contact, de faciliter un peu les échanges économiques, politiques, stratégiques entre tous ces pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont tout proches, qui appellent, qui demandent à l'être.
Donc pourquoi pas les intégrer progressivement et peut-être que ça leur permettrait en fait, d'accéder à l'Union européenne plus rapidement. Donc ça, c'est une chose. Il faut rappeler quand même que l'Union européenne, c'est une union économique essentiellement, et que cette communauté politique européenne est justement politique. Donc là, on ne va pas intégrer les économies. Donc ça permet quand même beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide en fait, si il n'y a pas autant d'obligations, et surtout ça ne va pas diriger la politique des pays en fait, la politique nationale. Alors que l'Union européenne, ça, en grande partie quand même, ça dirige une grande partie des politiques nationales. Mais après là-dessus, j'aimerais bien ajouter qu'il faut dire que c'est la CPE, en effet, comme Nicolas l'a rappelé, ça ne concerne pas justement ce volet économique pour l'Union européenne, pour le développement de l'Europe. Mais après, il faut quand même rappeler que même du niveau de l'Union européenne, il est difficile de prendre une décision ensemble au niveau de la sécurité de l'Europe, puisque en fait ça concerne la politique sécuritaire de chaque pays. Et quand on se penche sur les questions, sur les enjeux aujourd'hui géopolitiques concernant toute l'Europe, bien sûr, par exemple, il y a des problèmes de la défense collective peut-être, il y a aussi des problèmes sur l'immigration, surtout pour les réfugiés illégaux. Donc quand on voit ces problèmes, en effet, ce ne sont pas des problèmes qui sont aujourd'hui possibles d'être résolus sur le niveau de l'Union européenne, donc sans parler de cette communauté de cette CPE, de cette communauté pour des pays, parce que ce n'est même pas une organisation, c'est une représentation du nombre de 44 pays européens, mais comme déjà pour l'Union européenne, il est difficile de prendre une décision sur le plan sécuritaire pour tous les pays européens. Donc, encore une fois, ça sera encore plus difficile. Donc, pour l'instant, on dirait que c'est juste une organisation, une représentation. Mais est-ce possible aujourd'hui de prendre une décision au niveau de l'Europe sur la sécurité? Ça me paraît difficile. Déjà, parce que toutes les politiques sécuritaires sont prises en charge par chaque gouvernement. Et donc, en effet, il est difficile de trouver un intérêt commun. Il est difficile de se dire que à partir du moment où c'est l'Europe qui va agir, dans ce cas-là, ça va être difficile parce que l'Europe n'a pas ce droit, n'a pas ce statut de supranational, n'a pas ce statut de nation. Donc à partir du moment où l'Europe n'a pas ce statut de nation, il n'a pas ce statut politique pour prendre une décision sécuritaire sur l'ensemble de l'Europe. Donc ça reste, je dirais, une organisation ou une communauté qui sont ouvertes pour discussion, qui sont ouvertes pour les champs de coopération possibles dans le futur, pour certains sujets sécuritaires ou politiques, mais finalement, pour prendre des décisions concrètes tout de suite, ça me paraît difficile. Justement, on va parler de cette divergence qu'il peut y avoir au sein de la CPI, puisque c'est vrai, c'est un rassemblement beaucoup plus large que l'UE, puisque 17 pays sont invités en plus des 27 membres du bloc. Donc, en fonction de leur propre position, il pourrait certainement y avoir des sentiments mitigés pour chacun des pays. Comme Shinrui a dit tout à l'heure, le Royaume-Uni qui a quitté l'UE il y a 2 ans avec le Brexit. Donc, quelle sera la place du Royaume-Uni au sein de la CPE? Alors, il faut rappeler que la CPE, ça n'a pas vraiment du tout le statut de l'UE, l'Union européenne. C'est pour ça que le Royaume-Uni s'est exclu donc, de l'Union européenne, parce qu'elle ne voulait pas être gouvernée par un organisme supranational, et qu'elle voulait prendre ses décisions par elle-même. Mais la CPE, c'est plus un forum de discussion. Donc, forum de discussion sur des sujets chauds du moment, politiques, économiques, sanitaires, voire écologiques aussi, environnemental. Donc le Royaume-Uni est intéressé à discuter avec des partenaires européens pour des raisons, par exemple pour l'énergie, parce qu'il y a des problèmes énergétiques au Royaume-Uni actuellement, il y a des problèmes aussi économiques, d'inflation, Donc le Royaume-Uni a besoin de se refaire un petit peu, de recréer des liens, des relations bilatérales avec les autres pays d'Europe et dans le monde, à travers, bien sûr, à plus grande échelle, à travers le monde. Mais ces formes de discussion peuvent peut-être permettre à certains pays, et c'est comme ça que certains pays du nord de l'Europe le voient aussi, perçoivent ce espèce de forum de discussion. Ça permet de rétablir des relations, des liens, des discussions avec le Royaume-Uni de manière plus concrète, plus directe, et donc peut-être ensuite d'avoir des partenariats économiques, commerciaux. Mais après, le problématique reste là, puisque la décision de niveau sécuritaire ou politique sera prise en commun. Donc, quel sera l'intérêt pour les pays comme Royaume-Uni de s'intéresser à la CPE? C'est une représentation de du Royaume-Uni en Europe, puisque l'Union
puisque le Royaume-Uni a pris la décision de quitter l'Union européenne en désaccord avec certaines de ses politiques communes pour l'Union européenne. Donc le fait d'être présent pour la CPE, c'est une manière d'être présente simplement pour un pays d'Europe. Donc se dire que l'Union européenne, même si l'Union européenne ne convient pas aux intérêts du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni chercherait peut-être à avoir un intérêt dans toute l'Europe. C'est une représentation de l'État simplement dans un continent. Donc, mais encore une fois, quel rôle va jouer, par exemple, les pays comme le Royaume-Uni, quel rôle va jouer aussi des pays comme la Suisse, Norvège, qui ne sont pas concernés par l'Union européenne, quel rôle va jouer aussi cette communauté dans la prise en charge de la sécurité de l'Europe, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il n'existe pas uniquement aujourd'hui sur le plan de sécurité le problème entre l'Ukraine et la Russie. Il y a aussi des problèmes de sécurité concernant par exemple l'Arménie. Il y a aussi des problèmes de sécurité concernant l'Italie avec les immigrations. Donc en effet aujourd'hui, quand on parle de ces 44 pays d'Europe qui étaient présents, qui font partie aujourd'hui de cette CPE. C'est plutôt, je dirais, quelque chose de très ambitieux, c'est quelque chose de très beau peut-être à imaginer concernant l'Europe, l'Europa, quand on parle de l'Europe, le statut de l'Europe aujourd'hui face à la Russie, face aux États-Unis, mais je dirais que c'est plutôt une représentation politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec la crise énergétique, avec aussi l'inflation économique dans ce monde, le taux de chômage qui n'arrête pas de grimper depuis 2 ans en Europe, l'Europe peut-être a besoin d'une voix unie, peut-être besoin d'une représentation unie aujourd'hui face à la Russie, face aux États-Unis, pour dire que l'Europe reste toujours là et simplement une représentation face à un monde en crise aujourd'hui. Donc pour le pays comme au Royaume-Uni, c'est plutôt une plateforme pour lui de retrouver une posture internationale, une forme d'influence sur le continent européen. Et certains craignent aussi que la communauté politique européenne devienne une antichambre des pays demandant à l'adhésion à l'UE. Quel est votre avis là-dessus ? Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut le voir des deux côtés. D'un côté, on peut se dire, ça veut dire que ces pays-là ne sont pas prêts d'intégrer l'Union européenne pour beaucoup de raisons, que en gros les pays majoritaires de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les pays les plus riches, ne veulent pas s'encombrer de pays économiquement beaucoup plus faibles et qui sont un peu en retard par rapport à la vision des pays d'Europe de l'Ouest. Et donc ça, ça serait, restez ici, attendez jusqu'au moment où vous serez capable de venir, mais n'essayez pas d'entrer trop vite dans l'Union européenne. Ça, c'est une vision, c'est pour ça que ça peut être aussi critiquable, et critiqué par un pays comme l'Ukraine, par exemple, qui vraiment demande, pour des raisons qu'on connaît, à intégrer l'Union européenne au plus vite. Par contre, ça peut être aussi, comme je disais, le fait que ces pays-là ont besoin aussi d'avoir une manière de rentrer dans l'Union européenne assez douce, assez... qu'on guide un petit peu, que les institutions soient prêtes à intégrer l'Union européenne. Et dans ce cas-là, c'est vrai que cette communauté politique pourrait permettre d'aider un petit peu ces pays à préparer leur entrée. Donc ça serait la vision positive en disant que ça va les aider, ça va accélérer le processus d'adhésion à l'Union européenne. Donc il y a deux manières de voir ça. Un pays comme la Turquie, par exemple, qui, je crois, a fait une croix sur son adhésion à l'Union européenne, a un autre point de vue là, de sa présence dans cette communauté, ce forum. On pourra en discuter. C'est un peu plus complexe, mais c'est vrai que la présence de la Turquie a été un peu critiquée par certains pays en disant que, par exemple, la Turquie ne suit pas les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, par exemple. Également, la Turquie a des problèmes avec la Grèce, qui est un pays aussi européen. Donc on peut se dire, voilà, certains disent pour la présence de la Turquie, à quoi ça va servir ? Est-ce que ça va aider à augmenter un petit peu la parole de cette communauté, ou alors ça va commencer à créer de la zizanie à l'intérieur aussi ? C'est vrai qu'un pays comme Turquie qui n'est pas aligné sur beaucoup de directives de l'UE, quelle sera sa place ? Est-ce que on peut considérer comme une procédure progressive de l'adhésion à l'UE ?
C'est une manière pour la Turquie d'afficher une sympathie vis-à-vis d'Europe, mais est-ce que le pays sera accepté par l'Union européenne? C'est tout à fait une autre question. C'est simplement le pays qui a essayé d'être là et qui affiche sa sympathie, qui essaye de se rapprocher un petit peu vers l'Europe, mais finalement, pour l'Europe, peut-être c'est aussi le côté favorable, en fait, pour montrer sur la scène internationale que, tiens, la Turquie, ce pays, a également choisi d'être là, présent dans la communauté. C'est peut-être aussi, ça fait une belle image pour l'Europe de faire face aujourd'hui, surtout à la Russie, je pense, qui est aujourd'hui peut-être d'une certaine manière, géopolitiquement parlant, je ne peux pas dire leur ennemi numéro un, mais leur adversaire numéro un concernant la crise énergétique qui se déroule en ce moment en Europe. Tout à l'heure, vous avez dit aussi, même les pays européens comme la Norvège et la Suisse qui ne cherchent pas à rejoindre l'UE participent à la CPE. Quelles seront leurs attentes? Leurs attentes, simplement aussi une présentation comme un pays européen, comme un pays qui n'adhère pas vraiment à l'Union européenne, aux intérêts de l'Union européenne et qui ne prend pas parti. Encore une fois, la CPE, c'est juste une communauté, c'est une représentation de l'Europe, mais ça n'engage aucun pays dans aucune politique ou dans aucune prise de position. Donc, par exemple, la Suisse reste un État neutre. Le fait qu'elle soit présente pour cette communauté ne change rien à cette nature de État neutre. Donc, pareil pour la Norvège, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas alignés sur l'Union européenne, mais ça n'empêche pas qu'ils font partie, que ce pays fait partie de l'Europe. Donc, voilà, donc c'est une représentation d'un pays européen dans l'Europe. Après, même si ces pays ne font pas partie de la zone euro, ils ont quand même des accords de libre-échange, de commerce avec l'Union européenne. C'est des pays qui sont quasiment intégrés à l'Union européenne, mais qui, par décision politique, ne l'ont pas vraiment franchi le pas. Mais je dirais qu'ils sont quand même alignés pour la plupart des décisions. Il faut rappeler aussi que, voilà, au-delà, au niveau de la sécurité, l'Union européenne ne propose pas encore de sécurité pour les pays. Il n'y a pas encore eu de construction de sécurité européenne, et c'est vrai que pour l'instant, c'est l'OTAN qui sert un peu de ce bouclier sécuritaire. Donc peut-être que ces pays-là vont discuter d'une manière peut-être de changer un peu cette sécurité, une nouvelle forme de sécurité européenne, puisque le défi, on le rappelle, voilà, c'est la crise actuelle avec la Russie et son allié, la Biélorussie. C'est pour ça que ces deux-là ne font pas partie de la CPE. Mais la CPE n'a pas voulu non plus quand même aller en disant que voilà, on est absolument contre la Russie, contre tous les alliés de la Russie, puisqu'en acceptant la participation de la Turquie, qui discute à la fois avec les pays de l'Union européenne et à la fois avec la Russie, qui a été un médiateur de cette crise. Donc c'est montré quand même, il y a une bonne volonté pour la discussion avec la Russie. Et je pense aussi par exemple à des pays qui sont quelque peu plus alignés avec Moscou, comme la Hongrie ou la Serbie, qui sont quand même des partenaires de discussion qui ont la confiance de Moscou. Ces pays-là font partie aussi de la CPE. Donc ça montre que en fait, il y a quand même une ouverture en essayant de montrer que on peut quand même. Le but, c'est d'arriver à la paix sur le continent européen. Mais surtout pour contrer la Russie. Par exemple, pourquoi est-ce que la Suisse, comme un pays neutre, a choisi d'être présente dans cette organisation? Simplement, peut-être parce que géopolitiquement parlant, la Suisse, il a plus d'intérêt de joindre l'Europe que de se rapprocher de la Russie aujourd'hui face au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, la création de la CPE, c'est plutôt, je dirais, une stratégie de l'ensemble de l'Europe pour contrer la Russie. Et donc, est-ce que ça pourrait y arriver? En tout cas, cette organisation, cette communauté apporte de l'espoir aux pays européens. Et rappelons un peu l'origine historique de cette idée, puisque le président français Emmanuel Macron avait déclaré que c'est une très vieille idée qui est peut-être en train de devenir une réalité, puisque c'est en 1989, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, le président François Mitterrand avait initié cette réflexion, proposant la création d'une confédération européenne, même si cela n'a pas été concluante, mais il avait soulevé la bonne question, ce qui est comment pouvons-nous organiser l'Europe politiquement et à une plus grande échelle que l'UE. À votre avis, est-il possible pour cette communauté d'y parvenir?
Bon, pour revenir un peu à l'échec, hein, c'est vrai que c'était François Mitterrand un peu seul qui avait décidé de ça. L'Allemagne avait rejoint, parce qu'il y avait la réunion de l'Allemagne, hein, la chute du mur de Berlin, 89. Ensuite, les pays d'Europe de l'Est qui se sont éloignés suite à l'effondrement de l'URSS se sont rapprochés de l'Ouest. Donc ça pouvait faire sens, en fait, essayer voilà, de reformer l'Europe à partir des cendres hein, de l'Union soviétique. Mais en fait, dans sa création de cette communauté européenne, là, il voulait intégrer également la Russie. Et ces pays d'Europe de l'Est n'acceptaient pas trop de refaire partie d'un groupe où la Russie, justement, il venait justement de s'en séparer et de revenir avec la Russie pour faire un groupe. Et les États-Unis, on peut le dire aussi que les États-Unis ne faisaient pas partie du groupe. Et à ce moment-là, vu qu'il y avait encore une certaine bipolarité, ils ont tout fait pour que cette confédération soit un échec en fait. Là, les conditions sont quand même complètement différentes. Il y a un besoin, beaucoup de pays d'Europe de l'Est appellent à intégrer l'Union européenne, appellent à rejoindre l'OTAN, appellent à une protection européenne parce qu'ils se sentent un petit peu en danger sur leurs frontières. Donc là, il y a puis la situation économique aussi quand même assez grave. Les pénuries de l'énergie, l'inflation, la crise migratoire, le climat. Il y a énormément de sujets chauds qu'on ne peut pas résoudre chaque pays indépendamment. Et c'est vrai que pourquoi pas cette idée de réunir un peu les bonnes volontés, quelque part européennes. Et donc, c'est une forme de forum de discussion. Hein. Pour l'instant, c'est un projet. On va voir dans les années qui viennent si ça va continuer ou pas. Peut-être que ça va s'arrêter. Aujourd'hui, beaucoup de gens comparent la Confédération européenne avec la CPE. Ils craignent que ça peut devenir aussi un projet sans lendemain comme la Confédération européenne. Quel est votre avis là-dessus, Jean-Louis ? C'est peut-être un projet concernant l'Europe. Mais justement, encore une fois, est-ce que aujourd'hui c'est facile de trouver un accord sur le plan sécuritaire pour tous les pays européens? Pour l'instant, ça reste difficile. Et encore une fois, comme vous avez appelé tout à l'heure que François Mitterrand a eu cette initiative, c'était justement, on a changé aujourd'hui d'époque. À ce moment-là, c'était juste après la fin de la guerre froide. Et donc, c'était le moment pour la France, c'était le moment pour l'Europe et d'ailleurs, à ce moment-là, ils ont même l'initiative d'avoir invité la Russie, mais pas cette fois-ci. Donc, cette fois-ci, c'est plutôt pour contrer la Russie. Mais finalement, est-ce que cette première réunion qui a eu lieu le 6 octobre 2022 au château de Prague en Tchéquie, est-ce que finalement, ça va changer quelque chose, peut-être pas, mais médiatiquement parlant, c'est peut-être un coup médiatique pour les pays européens, aussi peut-être pour la Russie, de montrer l'image que l'Europe est un continent. L'Europe est composée de tant de pays, peut-être pas les 44, mais il se veut un grand Europe qui sont là pour présenter l'intérêt de l'Europe, présenter l'intérêt des pays qui ne sont pas forcément alliés avec la Russie. En tout cas, l'Europe se trouve dans un moment assez crucial et l'UE doit consolider son influence sur ses voisins par le biais d'un nouveau mécanisme. On compte sur la CPE peut-être. Et en tout cas, pour ce premier sommet sera suivi par des tables rondes et des rencontres bilatérales. Au programme, on va parler de l'énergie, du climat, de la paix et de la sécurité. Nous allons continuer à poursuivre l'évolution de cette communauté. Merci Charles, merci Nicolas pour votre partage et c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur CGTN Français.